La surface s'éloigne alors que l'on plonge vers le 4e étage de l'iceberg 40K, et pour commencer, on attaque par un sujet bonus, c'est cadeau, joyeux Noël. Les dates dans Warhammer 40 000. L'Imperium n'utilise pas un calendrier normal pour ces dates, alors je pense qu'il est important d'expliquer un peu comment elles fonctionnent pour la suite. Leur nomenclature se lie en fait à l'envers. Ainsi, lorsque je vous dis une date, on va prendre par exemple 899.M41, ça veut dire qu'on parle de l'année 899 du 41e millénaire, donc l'an 40 899. Pour aller plus dans le détail, les années ne sont pas fragmentées en 365.25 jours comme dans le monde réel, mais en 1000 parties égales. Ainsi, 500.899.M41 se comprendrait comme le 500e millième de l'année 899 du millénaire 41. Mais la précision ne s'arrête pas là. Dans un univers perturbé par le warp, l'espace-temps fluctue d'un coin à l'autre de la galaxie. Et comme sur cette fameuse planète dans le film Interstellar, tout le monde ne perçoit pas le temps de la même façon. On a donc un code qui apparaît au début de l'année qui indique la fiabilité de la date fournie selon le calendrier Terran. 1-0 veut dire un événement qui s'est passé sur Terra et donc parfaitement fiable selon le mètre étalon, jusqu'à un score de 9 qui est une date au pifomètre et qui est très difficile à relier à un temps terrestre précis. Pour reprendre l'exemple du wiki, on peut avoir des dates comme 2.123.456.M41, c'est-à-dire en l'an 40 456, 123e millième d'année, donc le 44e jour, une date assez fiable, probablement venant du système solaire ou d'une planète en contact psychique direct avec Terra. Les Tyrus. Nouvelle race xéno improbable à mettre dans notre Pokédex des obscurs aliens de Warhammer, les Tyrus. On les découvre dans le livre Xénologie, publié en 2006, à côté d'autres noms dont on a déjà parlé comme les Roots. Ces genres de poulpes font l'amalgame entre le combat et le spectacle. Chez eux, pas de concept de victoire ou de défaite, seulement de bon ou de mauvais show. C'est pourquoi ils adornent leurs armes, fonctionnant principalement au plasma, de lumières et de modules sonores comme pour émuler des concerts de Jean-Michel Jarre. Semblables à des céphalopodes, ces êtres mous aux nombreux tentacules sont capables de changer de couleur. Capacité qu'ils n'utilisent pas pour se camoufler bien sûr, mais bien pour en mettre plein la vue à tout le monde au combat. Petit détail original, ils aspirent leur air ainsi que leur nourriture par osmose à travers une membrane vers leur visage, et ne possèdent donc pas de bouche à proprement parler. Les taux ont été développés par les Eldar. Une théorie proposant que, de la même manière que les anciens ont éveillé les Eldar, les Krork et les Jokero, les Eldar auraient fait pareil avec les taux. Mais on a une seule source qui parle de cela, le bouquin Xénologie encore une fois. Le fondement de cette théorie, la caste des éthérés. Le groupe dirigeant des Taux, ils sont apparus presque par magie au 37e millénaire pour unifier les Taux qui s'entre-déchiraient sur leur planète originelle, et les guider sous le credo du bien suprême. Leur arrivée propulsera dans la stratosphère la technologie Taux en quelques décennies, comme si quelqu'un leur soufflait des secrets dans leurs oreilles inexistantes. Comment ont-ils réussi un tel prodige, me direz-vous? Les sources diffèrent. Une idée bien grimdark est que les éthérés produisent des phéromones, des composés chimiques aériens qui rendent leurs semblables dociles et obéissants. Dans Xénologie, un éthéré est disséqué par un magos impérial. Il trouve un organe étrange derrière son front, absent des taux des castes inférieures. Cet organe est absolument identique à une glande à phéromones trouvée chez les reines des Quarl, des xénos vivant en colonie dont elles se servent pour diriger leurs ouvriers à la manière des reines fourmis. Et pourquoi les Aeldari auraient-ils jump-starté la race des Taux? Les Eldar auraient ainsi eu des sujets peu sensibles au warp pour les servir sans craindre de possession. Et comment? En enlevant des Taux, en leur greffant cet organe de contrôle des masses et en les replaçant dans la société. Mais cette théorie n'est soutenue dans aucun ouvrage principal traitant des Taux, et le timing, au crépuscule de l'Empire Eldar, est assez étrange. Ça reste une histoire intéressante pour ceux qui essayent de nuancer l'aspect bon des Taux avec des teintes un peu plus sombres et complotistes. Tusca Daemon Killer, qu'on pourrait traduire par Tusca le crève-démon, est un warboss orc livrant un combat permanent devant la citadelle de bronze, au cœur du royaume de Khorne. Son histoire commence après un passage dans le warp en 890 M41, où son navire est abordé par des démons. En les repoussant, il devint accro à la bagarre contre les êtres immatériels. Il rassemble alors un maximum de Bizarre Boys, les psycheurs orcs, et trace vers l'œil de la terreur à la recherche de démons à crabouiller.
Son armada esquive au passage la porte de Cadia, qui a eu très chaud en voyant la masse d'orques arriver dans leur dos, et qui fut tout aussi étonné de les voir continuer leur route vers le cœur de la tempête Warp, en les ignorant complètement. Khorne fut presque impressionné par la démarche. Au cours d'une bataille ultra-violente sur une planète faite de chair vivante, Tuska affronta le prince de sang, un des princes démons favoris du dieu du sang. La brute verte est alors tuée, mais pas avant d'empaler le prince de sang dans l'entrejambe, avec sa griffe énergétique. Khorne apprécia tellement le spectacle qu'il ressuscita les combattants le matin suivant. Et celui d'après. Et celui d'encore après, sans que les orques ne se lassent ni désespèrent. Le dieu du carnage les a ensuite relocalisés dans son royaume même et fait en sorte que leurs spores repoussent en permanence dans le sol imbibé de sang pour combattre ses généraux dans un spectacle de gladiateurs sans fin. Un destin qui convient très bien au boss Tuska au final. Les nouveaux hommes de Fabius Bill. Homo novus. On peut les considérer comme une forme d'abhumain étant donné que ce sont des mutants appartenant au genre Homo. Pourtant, contrairement aux autres mutants, leur évolution est purement volontaire. Elle a été déclenchée par Fabius Bill, apothicaire de la Légion des Emperor's Children, tourné savant fou au cours de l'hérésie d'Horus, et toujours actif de nos jours. Enfin, au 41e millénaire. Utilisant ses connaissances en génétique, Bill a créé une variété d'humains plus forts, plus intelligents, mais aussi plus mauvais et dépravés que leurs compatriotes normaux. L'objectif final étant de déployer ces créatures partout dans la galaxie pour remplacer l'humanité par des individus fanatiquement loyaux jusqu'au niveau génétique à leur créateur. Certains, les limiers à glandes, ça sonne beaucoup mieux en anglais, ont été partiellement greffés d'une glande progénoïde, ingrédient principal permettant de transformer un humain en Space Marine. Leur but, chasser de vrais Astartes, extraire leurs progénoïdes et les ramener à leur maître comme matériel pour ces sombres expérimentations. Les empires orques de la Grande Croisade. La principale menace interplanétaire à l'époque de la Grande Croisade, avant que le chaos ne gagne en puissance lors de l'hérésie, était les peaux vertes. Dès le départ de Terra, les légions nouvellement formées se heurtèrent à des empires orques couvrant de systèmes entiers. D'abord dans les confins de Telon, celui de Goro, dirigé par des mecs à la technologie dévastatrice. Leur puissance était telle que, lors d'un assaut mené par le maître de l'humanité en personne, un chef réussit à cabosser l'armure de l'empereur. Il faillit même l'étrangler, une tentative coupée court par l'intervention d'Horus Lupercal pour sauver son père génétique. L'empire le plus connu de cette période est sûrement celui d'Ulanor, où le suzerain Urlak Uruk dirigeait une douzaine de mondes réduits en esclavage par sa poigne de fer. Répétant l'attaque en fer de lance qui avait bien fonctionné sur Goro, l'objectif premier d'Horus était de décapiter la Waa pour y semer la dissension. Plongeant jusqu'au trône du boss, une terrible surprise attendait le fils favori de l'Imperium derrière la nuée de nobs qui défendaient leur chef. Urlak était proprement gigantesque, presque aussi grand qu'un des Krorks de jadis. Mais le primarque des Luna Wolves fut quand même victorieux. Jetant le corps du peau verte du sommet de sa tour de commandement, Horus revint vers son escouade prétorienne de Terminator pour n'en trouver qu'un seul survivant, celui qui deviendrait plus tard son successeur, Ézéchiel Abaddon. C'est après ce triomphe qu'Horus fut nommé maître de guerre, chargé de mener la grande croisade alors que l'empereur rentrait sur Terra. L'Imperium a rencontré une multitude de ces empires de taille variée lors des 10 derniers millénaires, le xénophore Gashlak, les empires rivaux de Degruk et Gatrok, et plus récemment Caradon, le domaine de l'archipyromane, Calverna et Octarius. Pour finaliser cette verdâtre liste, on mentionnera quand même la horde de Gazkul et sa convoitise d'Armageddon, dont on a parlé la dernière fois, ainsi que la Waa de la Bête. Ce mystérieux chef de guerre, étonnamment sophistiqué culturellement et technologiquement, encore un Krork survivant à travers les âges, qui a reconquis Ulanor et alla même jusqu'à menacer Terra au milieu du 32e millénaire. Warhammer Hentai. C'est fou, on se tape un sujet de ce style par étage. Et là c'est même plus caché, on parle vraiment du cœur du sujet, les parodies olé olé de Warhammer. Je vous rappelle la règle 34 d'internet, si ça existe en version porno. Ça vaut aussi pour Warhammer bien sûr, hentai étant le mot japonais pour ça, mais je ne vous apprends rien, bande de petits coquins. Les anciennes fanfictions Not Safe for Work de /TG. Les histoires de fans à ne pas mettre entre toutes les mains de /TG. C'était le canal de jeux de plateau de 4chan qui a donné un site qui devait être la terre promise des nerds en tout genre. Un des 4chan, comme il s'appelait, était un genre de forum wiki, des premières sources d'infos apparues sur le web à propos du hobby Warhammer.
Et là où des sites comme le Lexicanum ou le Wikifandom sont sérieux, Inté4chan était un territoire sans foi ni loi, où le respect et la droiture se perdaient dans l'anonymité d'Internet. Les pages qui y ont fleuri étaient de vrais champs de bataille, alors que les utilisateurs réécrivaient les textes les uns par-dessus les autres sans arrêt. C'était presque un reflet de la guerre permanente du 41e millénaire au final. Parmi les pages, on retrouvait des fanfictions, des créations originales de fans sur l'univers. Et bien sûr, nature humaine oblige, certaines étaient pour le moins osées, CF le sujet précédent. Et donc déclarées not safe for work, pas destinées à être lues au boulot, sous peine de risquer un licenciement, ou tout du moins des regards désapprobateurs de vos collègues. Aujourd'hui, le projet Indé6 tente de restaurer le site Indé4chan à partir de sauvegarde et de relancer son écriture. Il vaut vraiment le détour. La mort de Dorn. Rogal Dorn, primarque des Imperial Fist et prétoriens de Terra, était un être de logique et infaillible. Ayant survécu au premier siège de Terra, qui a marqué l'apogée et la fin de l'hérésie d'Horus, c'est ce même primarque qui a ramené le corps brisé de l'empereur dans son palais de l'Himalaya et l'a engoncé dans le trône d'or après son combat avec Horus. En 781 M31, il disparaît en se battant contre la première croisade noire d'Abaddon, première grande attaque des Astartes traîtres depuis leur défaite aux portes de Terra. Un assaut sur le pont du vaisseau de commandement, l'épée de sacrilège tourne mal, et il semble que le primarque soit submergé par les forces du chaos. Les impériaux ne trouveront que la main du demi-dieu, sans aucun témoin de son funeste destin. Les Imperial Fist gardent la relique précieusement dans leur forteresse interstellaire du Phalanx, où les nouveaux maîtres de chapitre gravent leur nom sur les phalanges désormais osseuses de leur père génétique. Et dans un univers aussi imprévisible que celui de 40 000, peut-on vraiment croire à la mort d'un être quasi divin si on ne retrouve même pas son corps ? La localisation de Jagatai Khan. Comme Dorn, on ne sait pas de façon certaine ce qui est arrivé au primarque des White Scars, Jagatai Khan. Après l'hérésie d'Horus, il retourne sur sa planète natale de Shogoris pour découvrir que son peuple souffre de raids réguliers de Drukhari visant à les réduire en esclavage. En bon protecteur, Jagatai passera la fin du siècle à pourchasser les Eldar noirs. Se rapprochant de l'Archon menant la cabale responsable de ses exactions, en 84 M31, il pénètre dans le réseau de la toile sur les talons du sadique Xeno. Il n'en ressortira pas. Ces White Scars l'attendent toujours, anticipant le moment de grande nécessité où leur père reviendra victorieux de sa grande chasse pour les guider à nouveau. Les origines des Tyrannides. L'essaim du Grand Dévoreur vient d'une autre galaxie. Chaque individu qu'il compose descend d'une des reines Norn qu'il a conçues pour un rôle précis. Les Tyrannides eurent probablement accès au voyage interstellaire en incorporant de l'ADN de baleines du vide dans leur patron génétique pour produire les Narvals. Ces biovaisseaux relativement petits, sans défense, sont à la fois des censeurs et des guides. Par une capacité inconnue, ils peuvent créer des corridors d'espace-temps comprimés entre une planète de départ et une planète lointaine pour y voyager à une vitesse supraluminique avec le reste de leur flotte ruche. Ainsi, les Tyrannides n'ont pas besoin de warp pour passer d'une cible à une autre, et peuvent compter sur un moyen de déplacement qui, bien que plus lent, est beaucoup plus sécurisé. On pense que les Tyrannides ont été attirés par l'Astronomicon, la lumière psychique de l'Empereur, ou par le Pharos dans la Voie lactée en 741 M41, et ont découvert un nouveau terrain de chasse regorgeant de biomasse. C'est probablement leur faim insatiable qui les a poussés jusqu'à notre galaxie, mais certains théorisent qu'ils sont une espèce en fuite, poursuivis par un danger plus monstrueux encore. Toujours est-il que leur premier contact de masse avec l'Imperium a eu lieu sur Tyran, d'où leur nom, même si on suppose que des organismes éclaireurs avaient déjà été rencontrés mais mal classifiés auparavant, comme sur la lune d'Imargle. Une théorie originale que j'ai pu lire sur l'arrivée des cafards de l'espace dans notre Voie lactée, il serait juste une caste de guerriers venant d'une galaxie elle-même unifiée et en paix, des armes vivantes d'une société plus évoluée que la nôtre. Un retournement de situation assez rigolo à imaginer. Olamic Quietude. La tranquillité olamique, faute d'un meilleur nom, je n'ai pas réussi à trouver comment ils étaient appelés dans la traduction française de Prospero Brûle, et ma liseuse n'a plus de batterie. La tranquillité olamique donc est une civilisation humaine cybernétique datant de l'ère des luttes. Cette civilisation était un peu comme le Mechanicum, mais en pire. Ils pensaient être le pinacle de l'évolution, ayant développé les améliorations cybernétiques à leur paroxysme, remplaçant même leur visage par des masques holographiques.
Il ne restait que leur cerveau et leur système nerveux de biologique chez eux. Ils jugeaient l'Imperium inférieur, une parodie de l'humanité. Les Space Marines leur prouvèrent le contraire. Elle s'est révélée hostile contre la 40e flotte expéditionnaire vers la fin de la Grande Croisade. En plus des Graciles, leurs troupes de base cybernétiquement améliorées, ils avaient à leur disposition des forces extrêmement avancées. Leurs cyberguerriers, les robustes, étaient des géants couverts d'acier aux capacités similaires à celles des Space Marines. Les super robustes, presque 2 fois plus grands, disposaient pour certains de 4 bras et de 2 têtes. Les Space Wolves furent appelés en représailles pour attaquer leur ville couverte d'une couche de glace protectrice. Pour percer ce bouclier naturel, les Astartes firent s'effondrer une station spatiale, l'instrument, à la surface de leur planète. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'instrument était une sorte de gigantesque bibliothèque, et pas vraiment une installation militaire. Son crash mena à la destruction de toutes les connaissances olamiennes, qui furent perdues pour toujours. Oups. Les fils de Russes ne sont pas connus pour leur subtilité. Les Enslavers. On les connaît sous de nombreux noms. Sirènes, Krell, marionnettistes ou encore dominateurs. Ces créatures du Warp ressemblent à des cerveaux-méduses, mais ne sont pas des démons pour autant, mais bien des organismes de chair et de sang, passant juste une partie de leur cycle de vie dans l'immatérium. Elles peuvent prendre possession de psycheurs non entraînés pour les transformer en portails Warp vivants, leur permettant ainsi d'accéder à l'univers matériel. De là, ils sont capables de saisir le contrôle de tout être vivant, et pas seulement des individus présentant des pouvoirs psychiques. Ainsi, un simple psycheur laissé en liberté peut faire chuter une planète entière, car dès qu'un dominateur passe la barrière de l'immatérium à travers lui, il commence à se reproduire de façon exponentielle, et peut réduire en esclavage des milliards d'âmes en quelques jours. C'est ce véritable fléau qui a mis un point final à la guerre céleste entre Anciens et Nécrons il y a 60 millions d'années. D'une part en détruisant les dernières places fortes des Anciens et des races qui les servaient, et d'autre part en réduisant drastiquement la quantité de créatures vivantes que les Ktans pouvaient utiliser pour se nourrir dans la galaxie, et rendant vulnérables à une rébellion de leurs sujets nécrontyres. Les Custodes Stripteaseurs. Pour le plus grand nombre, les mèmes qui montrent des Custodes à moitié à poil, le corps ferme et luisant, viennent de la légendaire série If the Emperor had a Text-to-Speech Device, qui est un visionnage obligatoire si vous parlez au moins un peu anglais. Dans la série, les 3 gardes principaux de l'empereur bloqués sur le trône d'or sont des parodies des méchants du 2e arc de JoJo's Bizarre Adventure, incluant aussi leur sex appeal et leur sens de la mode inégalable. Mais il existe des origines plus obscures et plus tangibles à cette vision pour la moins étonnante. Par exemple, une illustration de Custodes de la première édition, trop badass pour porter une cuirasse et allant donc torse nu au combat. Plusieurs artworks les montraient dans le plus simple appareil, et s'ils avaient teint leur cape en noir après la quasi-mort de l'empereur pour montrer leur honte, certaines sources disent aussi qu'ils auraient abandonné purement et simplement l'usage d'armure pour la même raison. Couplés à leur physique de demi-dieu, pas étonnant qu'ils soient parodiés comme des Magic Mike du 41e millénaire. Nurgle a emprisonné Isha. Isha est une figure tragique. Déesse de la nature, de la vie et de la fertilité du panthéon Eldar, elle a toujours voulu le bien de son peuple. Lorsque Slaanesh fut créé par les excès des Eldar, Yel dévora pratiquement tout leur panthéon. Isha fut sauvée de justesse du massacre par une force improbable, celle de Nurgle, dieu du chaos, de la maladie et de la déchéance. On raconte que depuis, grand-père Nurgle garde Isha prisonnière dans son jardin, son fief dans le Warp. Il testerait ses innombrables maladies sur la déesse pour les perfectionner avant de les jeter sur la galaxie. Le malaise est encore plus grand quand on comprend que le dieu toxique, dans tous les sens du terme ici, adore Isha et qu'il considère sa captive comme son compagnon. Cela ne l'empêche pas de la garder dans une cage rouillée au cœur de son domaine et de la torturer régulièrement avec ses bienfaits. En bon parangon de la vie, la divinité Eldar arrive toujours à se soigner, mais la quantité de pouvoir qu'elle doit dépenser pour cela donne à son ignoble admirateur une bonne idée de l'infectiosité de sa nouvelle création. Isha, toujours altruiste, arrive parfois à chuchoter des remèdes à ses pestes à travers le temps et l'espace, à des Eldar comme à d'autres races.
Le vaisseau monde Luganaf essaya d'entrer en contact avec Isha, mais les archontes envoyés furent piégés, leurs corps transformés en arbres de peste, dont les gémissements sont tout autant un désespoir pour Isha qu'un plaisir à l'oreille de Nurgle. Des prophéties Eldar parlent à demi-mot de sa libération possible. Qu'une fois que suffisamment de larmes purificatrices seront versées par ses enfants, aux propriétés antithétiques de celles de la pourriture de Nurgle, elle gagnera suffisamment de puissance pour émerger du fétide manoir du dieu de la peste. La machine de Caban. On parlait des intelligences abominables lors du dernier épisode, la machine de Caban en est un parfait exemple. On la rencontre au détour du livre Mechanicum de l'hérésie d'Horus. C'est une sombre machine créée dans un secret absolu par les technoprêtres traîtres de Mars pour servir Horus lors de sa rébellion. Ce chasseur possède un corps vaguement sphérique, bardé d'armes, monté sur de lourdes chenilles. Un assemblage de mécadendrites, des tentacules mécaniques, lui permet d'interagir avec dextérité avec son environnement. Lucas Crom, créateur de la machine de Caban, l'envoya aux trousses de Dahlia Sisera, une humaine au pouvoir psychique lui permettant de pouvoir tirer un savoir infini du Warp. Malgré une efficace protection procurée par des boucliers du vide, normalement réservés aux titans ou aux vaisseaux spatiaux, la machine sera détruite par un loyal chevalier de la maison Taranis, juste avant que sa cible ne pénètre dans le mystérieux labyrinthe Noctis, sous le sol de la planète rouge. La première édition. La première édition de Warhammer 40 000, nommée alors Warhammer 40 000 Rogue Trader, était bien différente du hobby que l'on connaît aujourd'hui. En octobre 1987, le monde est exposé à la version science-fiction du jeu principal de Games Workshop, Warhammer Fantasy. À l'époque, le jeu est plus proche d'un jeu de rôle papier que d'un wargame. Il y a même un troisième joueur qui endosse le manteau de maître du jeu. L'univers est alors moins clairement défini, moins grimdark, plus comique, et peuplé de nombreuses races désormais éteintes. On pensera aux particularités maintenant plus ou moins disparues, comme la présence de Slann, de demi-Eldar, ainsi que de Space Marine féminins, véridiques. Pas de Primarch ou de quoi que ce soit à l'horizon, juste des chefs Space Marine. L'hérésie est alors mentionnée comme une guerre civile basique, si on peut dire, sans aller plus loin. Les libres marchands éponymes sont des explorateurs similaires à nos capitaines de caravelle de la Renaissance. Des individus bravant le vide spatial à la découverte de nouvelles terres, cultures et richesses. Ils portent pour cela un décret de l'empereur leur permettant à eux et à leurs descendants d'opérer en dehors des frontières de l'Imperium. Ils incarnent cette soif de découverte qui décrit très bien les premiers pas dans l'espace de cette galaxie sauvage et inconnue qui ont été faits avec Rogue Trader. On parle donc de la préhistoire de notre jeu préféré, qui évoluera par la suite pour se distinguer de ses concurrents, adoptant des échelles plus grandes, des règles de plus en plus simplifiées, et qui prendra la couche de peinture grimdark telle qu'on la connaît. Merci encore une fois pour votre écoute et votre soutien qui fait très plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.